Bonjour, merci tout d'abord de votre invitation. Donc, je m'appelle Hubert Méchin. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, je suis médecin. J'ai été généraliste il y a plusieurs dizaines d'années. J'ai effectivement un passé dans la recherche médicale. J'ai fait 25 ans de recherche clinique dans ce qu'on appelle des sociétés qui travaillent pour le compte de l'industrie pharmaceutique, des CRO, et donc qui sont des tiers de confiance pour effectivement réaliser des essais cliniques, que ce soit des essais conduits avant la commercialisation du médicament ou plutôt des essais après. Parce que, comme je vous l'expliquerai, on continue d'évaluer les médicaments même après leur commercialisation. Donc en fait, vous m'avez invité effectivement pour ce côté-là. Je vais me passer plus du côté de la recherche que du côté du soin, même si je connais bien le soin. Et effectivement, il s'est passé un certain nombre de choses quand même assez notables depuis le mois de février-mars avec cette crise du Covid. La première des choses qui est presque un peu vertueuse, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de recherche clinique, finalement, en France, que depuis cette crise. Et ça a permis au moins, même si on peut déplorer parfois les débats et les échanges, mais ça a permis au moins peut-être de nous donner l'occasion d'expliquer à la population ce qu'est un essai clinique, comment ça fonctionne, pourquoi c'est effectivement un peu long. Et en ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'en 2020, on ne peut plus se permettre d'évaluer des médicaments comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans. On a acquis un certain nombre de process opératoires, de techniques d'analyse, et surtout il y a un encadrement réglementaire très strict. Mais ce que je voulais tout de suite dire, c'est que quand je vous entendais parler de longueur, la France a été un des pays d'abord où il y a eu en Europe presque le deuxième ou troisième pays où il y a eu le plus d'essais cliniques, et surtout la France a fait des efforts considérables pour diminuer toute la partie réglementaire des essais cliniques. Je vous donne juste un exemple. Le comité de protection des personnes, qui est un comité d'éthique en fait, qui valide les protocoles qu'on leur soumet pour faire un essai clinique, qui met habituellement plusieurs semaines, voire dans certains cas plusieurs mois à répondre, a réduit son délai de réponse à 7 jours pour les essais cliniques liés au Covid. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, on a fait beaucoup d'efforts et les autorités ont fait beaucoup d'efforts. Donc il y a beaucoup d'essais cliniques qui ont eu lieu et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu, enfin, vu du chercheur, c'est un peu dommage de ne pas profiter de ces essais cliniques et de ne pas essayer d'apporter des preuves scientifiques tangibles pour étayer la prescription sur des médicaments qui, je le rappelle, étaient connus. Enfin, la plupart des médicaments qui ont été testés étaient des médicaments connus, pour certains même connus depuis très très longtemps, et à qui on destinait effectivement un usage en dehors de leur première indication, pour pouvoir effectivement voir s'il y avait un effet sur cette maladie. La France est un pays aussi qui a beaucoup œuvré pour encadrer justement les prescriptions hors AMM, c'est-à-dire en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, avec des systèmes très innovants, notamment le système de la RTU, la recommandation temporaire d'utilisation, qui a été inventé avec une loi en 2011, et qui est encadré par l'ANSM, et donc qui effectivement permet d'accompagner des prescriptions qui ne seraient pas dans l'indication première du médicament, mais parce qu'on peut penser de manière plus ou moins légitime qu'il peut y avoir un intérêt à utiliser ce médicament pour une maladie donnée. Et donc l'ANSM, l'Agence de régulation des médicaments en France, encadre ces prescriptions et avec un système qui permet aux médecins et aux patients de suivre l'innocuité. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème de prescrire un médicament dans une autre indication? C'est que c'est un problème de sécurité. On connaît bien le profil d'efficacité et de tolérance d'un médicament dans une maladie A, et dans une maladie B, qui effectivement n'a pas fait l'objet d'essais cliniques contrôlés en double aveugle selon les standards actuels, peut entraîner non seulement une inefficacité, mais du coup une diminution de la balance, la fameuse balance bénéfice-risque qui sous-tend les médicaments en France. Et donc c'est ça qu'il faut encadrer, surtout que les médicaments qui ont été proposés
dans le traitement de cette maladie. Pour certains, ont des profils de tolérance qu'on connaît bien, avec des risques importants. Et donc, il convient effectivement de s'assurer que dans la maladie B, le risque n'est pas supérieur à l'efficacité qui n'est pas forcément rendue. Le deuxième risque, et on l'a vu avec certains médicaments, c'est que d'utiliser des médicaments qui ne sont pas forcément indiqués dans la maladie B peut potentiellement entraîner une privation pour les malades qui le prennent dans la maladie A, notamment quand il y a beaucoup de médiatisation autour du médicament, parce que tout de suite, voilà, quand on promet des merveilles, la population a tendance à s'engouffrer, et donc on a vu des dérives qui sont vraiment dommageables, je pense, hein, pour certains patients. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai envie de retenir, mais c'est juste pour lancer le débat, c'est que on peut, tout en faisant de la recherche clinique de qualité, réduire considérablement et les délais de protocolisation d'avant la recherche et aussi les délais d'analyse, puisqu'on sait faire des analyses en cours de protocole d'essai clinique pour justement essayer de voir tout de suite s'il y a un effet ou pas, et s'il n'y en a pas, arrêter l'essai clinique parce que ça ne sert à rien de le continuer. Ça, c'est des choses qu'on a vues aussi. Et véritablement, aujourd'hui, je sais qu'on parle de guerre, mais on ne fait pas la guerre en 2020 comme on la faisait en 1960 ou 70, et donc on se doit d'utiliser, à mon sens, les protocoles d'essai thérapeutique qui ont fait leurs preuves et qui permettent d'apporter des preuves scientifiques pour étayer des prescriptions. Voilà ce que je voulais dire. La dernière chose que je voulais dire, vous avez cité les vaccins. C'est vrai que ça peut paraître long. On peut penser effectivement qu'on aura des vaccins l'année prochaine. C'est très difficile de dire si c'est mars, juin, septembre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, comme tous les médicaments, ils vont continuer d'être évalués après leur commercialisation. Tous les médicaments, notamment les innovations thérapeutiques, font l'objet d'un suivi très précautionneux après la commercialisation. Moi, j'ai vécu la crise bien inférieure du H1N1, où on vaccinait beaucoup de populations un peu partout, dans des gymnases, dans des écoles, et en fait, on suivait les patients vaccinés pour continuer d'évaluer ce vaccin, et notamment pour garantir et en mesurer la tolérance au long cours. Donc, d'une part, ces vaccins vont arriver sur le marché en ayant fait les études phase 2, 3 comme il se doit, mais en plus, ils continueront d'être évalués après la commercialisation. La vraie problématique de la vaccination, enfin, une des problématiques de la vaccination, mais ça, je ne m'étendrai pas parce que les experts ici, c'est de savoir effectivement si cette maladie est immunisante et si effectivement ça a du sens de vacciner, mais ça, je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, en termes de recherche, voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps, et je suis tout à fait intéressé de participer au débat et à répondre à vos questions. Je reprends la parole. En fait, Hubert Méchain, vous pouvez rester en ligne pour le moment, c'est-à-dire à l'écran, et ne pas couper votre micro tant qu'on reste avec vous. Il n'y a pas de questions sur le chat pour le moment, mais j'en ai au moins une pour vous. Elle porte justement, vous avez parlé de la facilitation en France à monter des essais cliniques, c'est-à-dire la manière dont tout le dispositif s'est adapté pour accélérer le temps de réponse. Est-ce que justement, ça n'aurait pas contribué à un trop-plein d'essais cliniques? Quel est votre avis là-dessus, sur toutes ces études qui ont été montées, semble-t-il, tous azimuts? Est-ce qu'il y a eu une perte de ce côté-là dans la diffusion, dans l'éclatement des efforts, à votre sens, ou c'était justifié? Non, enfin, oui, trop plein, je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup d'essais cliniques, notamment avec, il ne faut pas la nommer l'hydroxychloroquine, mais on peut penser qu'effectivement, c'était beaucoup la problématique de ces essais cliniques, notamment avec ce médicament, c'est que il y avait eu une telle communication autour de ce médicament que les patients en fait refusaient de participer à l'essai clinique parce que le standard, encore une fois, on le rappelle, c'est double aveugle versus placebo, c'est-à-dire qu'en fait
comme tous les médicaments, ils sont testés. Et donc, il y a la moitié des patients qui prennent le médicament à l'étude, la moitié des patients qui prennent quelque chose qui ressemble mais qui ne contient pas le principe actif, qu'on appelle un placebo. Et surtout, c'est en aveugle, c'est-à-dire que ni le médecin ni le patient ne sait ce qu'il prend. Et les patients refusaient de rentrer dans des essais comme ça parce qu'ils avaient une telle confiance en l'hydroxychloroquine qu'ils voulaient absolument être dans le bras hydroxychloroquine, ce qui était un non-sens pour la recherche. Donc, oui, il y a eu beaucoup, à mon sens, d'essais, mais en même temps, il fallait bien apporter des preuves de savoir si ce médicament fonctionnait ou pas, puisqu'on avait un semblant de fonctionnement, mais qui n'était pas basé sur des preuves cliniques, malheureusement, et donc il était nécessaire de savoir. Je pense que maintenant, les choses sont claires, mais avant de le savoir, il fallait effectivement faire des essais. Alors, il y en a eu beaucoup, c'est vrai, mais en même temps, ça a permis, avec d'autres médicaments, d'apporter également des preuves. Et comme vous l'avez rappelé en introduction, aujourd'hui, on n'a pas véritablement trouvé de médicaments anti-Covid. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas soigner les malades, et ça, il faut le dire, mais je laisserai les soignants le dire. On soigne très très bien ces patients. Alors, il y a encore des décès, mais ça ne peut pas échapper. Il y en a beaucoup moins, parce que justement, on sait les prendre en charge plus précocement et probablement bien mieux en réanimation que c'était en février. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert de la prise en charge thérapeutique. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Vous restez avec nous de toute façon parce qu'il est aussi possible qu'il y ait des relances qui touchent à votre domaine d'expertise. Et donc, on va passer au troisième. Avec plaisir. Ouais, très bien, merci beaucoup.